Annoncé pour libre hier mardi, Jean-Marc Kabound reste en prison, assigné à résidence depuis le 12 août 2022. Le leader de l'Alliance pour le changement demeure pensionnaire de l'ex-prison de Makala, bientôt 1 an. Seule information crédible, il a été visité par le président de la CNDH, tout comme Salomon Kalunda ou encore Edouard Mwangachuchu. Désigné ambassadeur du Rwanda en Belgique, remplacement de Dieudonné Sebachongoré, Vincent Karega n'occupera plus cette fonction en Belgique. Les raisons de ce refus n'ont pas été officiellement communiquées par le gouvernement belge. Il faudra rappeler qu'en décembre 2022, la Belgique avait rappelé le Rwanda de cesser de soutenir le M23 et à continuer d'utiliser toutes les possibilités, donc les dispositions pour persuader les M23 à se réengager dans un processus de désarmement, démobilisation et de réintégration communautaire. Autre nouvelle, la Rwandaise Mushikiwabo n'assistera pas au jeu de la francophonie faute d'invitation formelle de la RDC. Selon Oria Van de Vogue, Louise Mushikiwabo sera représentée par l'administratrice de l'OIF, la québécoise Caroline Saint-Hilaire. D'après la porte-parole de l'OIF précitée, la RDC avait annoncé en juin dernier qu'une invitation formelle sera adressée à Louise Mushikiwabo par le ministre congolais des Affaires étrangères. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce jour, malheureusement. Cela porte à confusion et il a repoussé donc cette visite. Élection 2023, la CENI annonce la convocation de l'électorat au 2 août prochain pour les députés provinciaux et conseillers municipaux. La CENI annonce par ailleurs qu'elle a reçu 20 000 candidatures aux législatives nationales contre 15 000 en 2019. Nord Kivu, manifestation en début de semaine à Goma contre la dépréciation du franc congolais le lundi 24 juillet dernier. La ville de Saint-Pétersbourg en Russie s'apprête à accueillir la 2e édition du sommet Russie-Afrique du 27 au 28 juillet prochain. Ce sommet porte des enjeux économiques et cruciaux portant notamment sur l'accord de l'exportation des céréales. Et après une première édition organisée à Sochi en 2019 où 43 chefs d'État ou sur 54 avaient répondu présent, cette 2e édition pourrait ratisser large selon certains analystes en relations internationales. Merci mesdames et messieurs d'être avec nous dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023. Nous avons 2 invités sur ce plateau avec qui nous allons débattre autour de 2 sujets particulièrement. Premièrement, processus électoral en RDC, Fayoulou et Kabila sont-ils les 2 grands absents de ce processus? Deuxièmement, adhésion à l'ESC et puis état de siège, bilan et évaluation. J'ai 2 invités sur ce plateau. Je vais commencer par monsieur Pascal Onge qui était ici. Bonjour monsieur Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation monsieur Dehan. Je pense que nous allons faire le même exercice comme nous avons toujours fait, mais cette fois-ci dans la dialectique. Vous savez, lorsqu'on évoque la dialectique, c'est qu'il y aura un pour, il y a un contre, mais l'essentiel sera de pondre ce qui est plus utile pour la nation en termes de synthèse. Je crois que c'est à travers cet exercice que nous allons aider nos différents téléspectateurs de pouvoir comprendre, sinon je ne vais pas parler de la pertinence, mais sinon du contenu des thèmes sélectionnés par votre personne. Merci beaucoup monsieur Pascal. Lui, en tout cas, il est habitué ces derniers temps de notre émission. Merci beaucoup monsieur Jean-Félix Senga, qui répond à notre invitation, mais aujourd'hui il est notre co-débatteur, c'est monsieur Pascal. Monsieur Félix Senga, merci beaucoup de cet honneur que vous faites à notre chaîne et à notre émission. C'est moi qui vous remercie pour le fait que vous m'invitez, pour que je prenne part à... Je contribue à apporter un certain éclairage pour la compréhension de notre peuple et afin qu'il soit à même de pouvoir faire des choix judicieux en rapport de la situation qui prévaut au pays. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix. Eh bien, est-ce que vous avez des biscuits chacun, monsieur Pascal? Le biscuit ne peut pas manquer, c'est dans notre culture, c'est dans notre ADN, comme spécialiste des informations. Je voulais ici, sinon en termes de suggestion, un biscuit qui est en même temps une suggestion sur la problématique de la corruption.
en République démocratique du Congo. J'ai l'impression souvent que nos politiques ne sont pas scientifiquement aguerris à pouvoir creuser certaines questions essentielles de la société. On combat la corruption. De quelle manière on peut combattre la corruption en République démocratique du Congo? À partir du moment où nous savons que nous l'avons institutionnalisée. Si j'évoque cette problématique, c'est parce que déjà nous sommes dans le cycle électoral. Après l'élection des députés provinciaux, nationaux, l'élection du chef de l'État, ce sera les élections au second degré. Au second degré, la corruption dans l'organisation des élections, c'est à ciel ouvert. La fois passée, j'exprime mes ambitions, je dis, prochainement, je serai soit candidat gouverneur ou candidat sénateur. La réplique n'a pas tardé. On me dit, mais est-ce que vous avez l'argent? En d'autres termes, pour aller comme candidat au gouverneur ou comme sénateur, il faut suffisamment avoir l'argent. Et donc, est élu, c'est lui qui a su corrompre. Est élu gouverneur, c'est lui qui a su conditionner les députés provinciaux. Ah, maintenant, posons-nous la question. Lorsque vous avez une institution comme le Sénat, composée des corrupteurs, parce qu'on est sénateur après avoir conditionné les députés provinciaux, on est gouverneur après avoir conditionné les députés provinciaux, est-ce qu'un tel monsieur peut combattre la corruption? Est-ce qu'un gouverneur issu de la corruption peut combattre la corruption? C'est une question de fond, une question sociétale qui mérite, en tout cas en toute réalité, de lecture dépassionnée, sincère, parce que nous avons l'expérience depuis 2006, 2011, 2018, nous avions vu comment ces élections sont organisées. En tout cas, quand vous y participez, quand vous observez, et vous dites, nous sommes tout sauf un pays sérieux. Nous sommes tous sauf un pays sérieux. Monsieur Jean-Félix, est-ce que vous avez également un biscuit à faire? Oui, ça ne peut pas manquer. Par contre, moi, je voudrais aborder les sujets. Je vous ai entendu dire Madame Bishikwabo ne sera pas invitée au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Moi, je me dis, au fait, cette attitude, ce comportement de la part des autorités congolaises, honnêtement, c'est pratiquement de l'enfantillage. Il était temps que nous, Congolais, nous puissions sur l'échiquier international marquer de nos empreintes. Nous devrions nous signaler à très haute voix. Comment ça? À partir du moment que nous nous étions rendus compte que Bishikwabo, non seulement elle est rwandaise des gens qui ne sont pas francophones, qui sont par contre anglophones, parce que la France, aurait eu des problèmes avec le Rwanda et que la France voulait s'amender, eh bien la France a violé les choses. La France n'a respecté ni le Congo, ni le Canada, ni je ne sais quel autre pays francophone pour aller donner le secrétariat général de la francophonie à Bishikwabo. Nous devions dire non. Non seulement parce qu'il s'agirait du Rwanda qui est anglophone, mais aussi parce que le Rwanda agresse la RDC. La France semble soutenir le Rwanda. Nous devions dire à la France, non, pas ça. On ne peut pas, au sein de la francophonie, continuer à entretenir une telle culture. Nous devions porter notre voix. Mais entre-temps, nous préférons poser des gestes puérils, croyant que ça pourra porter. Non, ça ne porte pas. Par contre, c'est en étant beaucoup plus ferme, beaucoup plus catégorique. À ce moment-là, la France serait interpellée. Certains membres de la francophonie comprendraient notre démarche et je crois que les choses se passeraient autrement. Ce n'est pas ça, c'est une boue de ne pas inviter Bishikwabo. C'est ce que j'appelle purement de l'enfantillage. On aurait évité ça et dire des choses clairement que nous aurions voulu que la France, qui est membre du Conseil de sécurité, puisse prendre clairement position par rapport aux actes que le Rwanda pose vis-à-vis de nous, que la France prenne clairement position. On ne peut pas prétendre qu'on veut travailler au rayonnement
de la langue française, de la culture liée à cette langue. On travaille au rayonnement de ça, mais entre-temps, on prend la direction de choses, on donne aux francophones. Ça n'a pas de sens. C'est là que le Congo devait lever la voix. C'est là que le Congo devrait lever la voix. Mesdames et messieurs, on va lancer déjà notre premier sujet de l'émission. C'est justement cette première thématique, Fayulu et Kabila. Est-ce que ce sont des grands absents des élections de 2023 qui s'annoncent déjà? Alors, je vais lire d'abord cette réaction de Madame Lucie Tamlin, qui est ambassadrice des États-Unis accréditée en RDC, qui s'est également exprimée sur cette question. Je vais prendre sa réaction. Madame Lucie Tamlin, qui a dit, je cite, voilà ce qu'elle a dit, je m'en vais lire ça rapidement. Elle dit la question de l'inclusivité porte sur notamment la participation de tous les leaders politiques de l'opposition, et cela, nous encourageons donc la CENI à discuter avec ces leaders politiques de l'opposition. Voilà, elle dit que le caractère inclusif demanderait ce que la CENI puisse puisse inclure ces leaders de l'opposition pour justement crédibiliser le processus électoral. Mais avant de prendre sa réaction, Monsieur Pascal Ondji, votre réaction par rapport à la réaction de Madame l'ambassadrice des États-Unis? Bon, c'est le premier thème. Vous savez, vous m'avez responsabilisé. Et il faut respecter la démarche scientifique. C'est que j'ai la charge maintenant de poser la problématique, de la problématique moi-même. De mon point de vue, je vais oser avancer une réponse provisoire que nous appelons hypothèse. Vous allez conduire le débat tel que vous aviez prévu, et bien entendu, nous allons développer les thèmes, et comme je le dis, avec la méthode dialectique, sûrement que nous allons aider nos téléspectateurs à bien comprendre la question. Parce qu'ici, il s'agit des élections. Et je suis en train de produire ces derniers temps la réflexion sur la problématique de l'inclusivité. C'est quoi l'inclusivité? Est-ce que c'est la participation de tous obligatoirement? Est-ce que c'est la participation de tous volontairement? Est-ce que c'est la liberté laissée à chacun de pouvoir aller ou ne pas aller? Et là, on aura le temps maintenant d'analyser l'agir de chacun appartient à quelle catégorie. Est-ce qu'il s'est agi d'un refus personnel, délibéré, volontaire sur la question? Parce qu'ici, il s'agit du processus. Lorsque la dame parle de l'inclusivité à ce jour, à partir du moment où nous avons même déposé... L'inclusivité et la crédibilité, deux choses à la fois. Je vais revenir à la crédibilité. À partir du moment où on a terminé le dépôt des candidatures, et ça pose problème, parce que le processus, c'est quoi? Ça veut dire qu'en sous-attend, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. On veut atteindre un objectif. Voyez-vous? Et cela est accompagné, dans le cas d'espèce ici des élections, par un calendrier où il faut respecter les étapes. Alors maintenant, il y a des étapes déjà franchies. Mais il y a une date butoir qui attend. Cette date est consacrée dans la Constitution, verrouillée dans la Constitution, dans une disposition intangible de la Constitution. C'est l'article 220 de la Constitution qui dit le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Là, c'est lorsque la personne veut encore compléter pour la deuxième fois. Donc le mandat, c'est 5 ans. Alors maintenant, parce qu'il s'agit du processus, les étapes, certaines étapes sont déjà franchies. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, à ce stade, pour revenir à la problématique de l'inclusivité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va réouvrir l'opération de l'enrôlement? Parce que Kabila est là. Avec son équipe, c'est dans cette partie, cette étape du processus qui n'ont pas participé parce qu'ils ne sont pas allés prendre l'enrôlement. Est-ce qu'il faut maintenant réouvrir le temps des dépôts des candidatures? C'est là où le président Martin Fayulu, avec son équipe, se retrouve. Réouvrir ces étapes voudrait dire
prendre le risque qu'on arrive à la date butoir, il n'y a pas élection. Date butoir, c'est cette date verrouillée par la Constitution. Il y a risque. Il y a risque. Parce que le calendrier a ces étapes qui sont respectées. Si on bouleverse ces étapes-là, probablement, et je peux me dire avec assurance, à la fin de l'année, il n'y aura pas élection. Qui va endosser cette responsabilité? C'est là le questionnement. Mais lorsqu'on revient sur la crédibilité, ah oui, on peut se dire, parce que l'objectif des élections, en fait, à travers le choix des meilleurs d'entre nous, c'est nous amener d'abord la paix au pays. 2, à travers les meilleurs d'entre nous, avoir une bonne gestion. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on a les meilleurs, la suite sera meilleure parce que c'est les meilleurs d'entre nous qui sont élus. Oui. De ce point de vue, le vœu de chaque Congolais est de voir tout le monde participer pour que les uns et les autres s'acceptent. Le malheur de la République démocratique du Congo aujourd'hui, depuis 2006, 2011, 2018, on n'a jamais entendu le perdant féliciter le proclamé ou l'élu. Bonne ou mauvaise, de quelle manière, mais jamais on n'a entendu, ne fût-ce qu'une fois, le perdant dire félicitations. Pourquoi il y a jamais... Et lorsqu'il n'y a pas félicitations, sur le plan de la spiritualité, il y a des pesanteurs qui ne permettent pas à celui qui est proclamé de se mouvoir normalement. Spirituellement parlant, il y a des pesanteurs. Or, lorsque on fait des délibérations, on fait des concessions, n'est-ce pas? On sort de soi-même, on dit oui, peu importe, parce que l'essentiel est qu'on ait quelqu'un qui doit diriger le pays. Si on fait cette concession, vous verrez que c'est une autre bénédiction qu'on donne à celui qui est proclamé pour qu'il fasse correctement le pays, le travail au pays. Et voilà pourquoi il est important, il est souhaité que la question de la crédibilité, n'est-ce pas, soit également prise en compte pour que chacun de nous soit conscient, accepte ce qui sera issu des élections. Mais simplement, étant donné que les étapes qui devraient en principe permettre à chacun de nous d'y participer et également regarder en face l'exigence constitutionnelle, les uns et les autres, sinon certains, n'ont pas pu, en tout cas, s'y engager, et ça pose problème aujourd'hui pour qu'on revienne dans l'intégration des autres. C'est carrément impossible. De manière à respecter le processus jusqu'en 2020 pour respecter le délai constitutionnel et parler substantiellement de l'inclusivité. Et en fait de compte, évoquer aussi la question de la crédibilité. De la crédibilité des processus. Merci, Monsieur Pascal. Je donne la parole à Monsieur Jean-Félix. Quelle est votre lecture? Quel est votre point de vue par rapport à cette problématique de l'inclusivité, de la crédibilité? Déjà, est-ce que ce sont les grands absents de ces élections, Kabila et Fayoulou, au regard même de la déclaration de Madame l'ambassadrice des États-Unis? D'abord, moi, je serais tenté de dire, est-ce que nous ne sommes pas censés corriger la thématique? Est-ce que ce serait vrai ou ce serait normal de dire les grands absents de ces enjeux sont Fayoulou et Kabila, ou de dire le grand absent serait la famille politique de Kabila et celle de Fayoulou? Parce que quand on dit Fayoulou et Kabila, moi tout de suite là j'ai dit Kabila lui va concourir à quelle élection? Lui, la personne de Kabila, elle est une grande absence dans ces élections. Comment? Parce que lui a été président... Il est le chef de la famille politique. Donc il représente la famille politique. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ou soit nous parlons des familles politiques. Ce sont les familles politiques. Ou soit, quand on parle des individus, Kabila, lui, n'est pas absent. La personne de Kabila n'est pas absente dans ces enjeux. Parce qu'il a déjà fait ses 2 mandats, il ne peut pas revenir en tant que candidat président de la République. Et la Constitution l'a déjà consacré en tant que sénateur à vie. Donc, je vois mal quelqu'un qui cesse d'être sénateur à vie, qui préfère aller concourir pour être, je ne sais pas, gouverneur ou député national. Je ne pense pas. Kabila. Donc lui n'est pas absent. Vous parlez de la famille politique, là j'ai dit oui. Peut-être les 2 grandes familles politiques sont absentes,
mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Pas nécessairement pour les mêmes raisons. Voilà pourquoi on ne peut pas de manière automatique les lier. On ne peut pas de manière automatique le lier parce que les démarches sont différentes. J'ai aimé, Pascal a fait appel à la démarche dialectique à laquelle j'ai souscrit, mais je dis, quand on fait une démarche dialectique, on fait un raisonnement qui tient compte de la véracité de faits. Et quand vous aboutirez à une conclusion, ça doit être une conclusion qui soit vraie. Pas une conclusion parce que vous avez fait une démarche dialectique. Même quand on fait les sophismes, il y a toujours une démarche dialectique quand on fait les sophismes. Mais est-ce que le résultat, la conclusion du sophisme est nécessairement vrai? Non. De deux, il a semblé parler, je suis d'accord avec la dialectique, je vais y revenir, il a parlé du délai constitutionnel. Pour ce qui concerne l'élection présidentielle, est-ce que, en toute honnêteté, si on prend notre constitution, aujourd'hui nous pouvons dire l'élection présidentielle qui sera organisée, qui sera probablement organisée le 20 décembre 2023, aura respecté les délais constitutionnels. Parce que l'élection présidentielle, on la convoque, on l'organise 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État. C'est ce que la Constitution dit. Donc, de ce point de vue-là, on n'a même pas respecté la Constitution et par conséquent, il ne faudrait pas évoquer la Constitution pour vouloir tirer les draps de son côté. Bien, vous posiez la question, est-ce que... La Constitution est déjà violée, on est déjà en plein glissement. Dès le départ, ce n'est pas correct. Et si peut-être on dit, non, on en fait une coutume, on peut dire on en fait une coutume, parce que c'est ce qui a été fait en 2006, en 2011, en 2018. C'est ce qu'on a fait. On en fait une coutume. Apparemment, c'est devenu notre tradition. Mais il y a aussi une coutume qui a été faite, celle d'auditer toujours les fichiers par un cabinet extérieur. Mais cette fois-là, Kadima a mis la croix. Les intellectuels congolais à ce moment-là n'y reviennent pas. Mais, eh bien, j'aimerais un peu vous arrêter, vous poser la question sur la question du temps. Vous avez parlé du temps, de la convocation de l'électorat pour respecter le calendrier électoral et aussi la Constitution. Le temps que vous demandez pour toutes ces opérations, notamment le fichier électoral et aussi d'autres revendications, notamment la loi électorale qu'il faut réviser. Certains membres de la CENI ne seraient pas crédibles selon vous. Ça ne va pas, je toujours pose cette question, ça ne va pas conduire à ce dépassement au-delà du calendrier, comme l'a dit M. Pascal. Oui, je l'entends toujours faire appel à la démarche scientifique, tout ça. Je veux bien. Moi, je suis un homme des sciences, les sciences exactes. Moi, je fais les sciences exactes. La mathématique. Donc, quand on veut, ce n'est pas parce qu'on a un problème qui est posé, pour le résoudre, il vous demande beaucoup de temps, qu'on va l'escamoter. Je ne pense pas. Et maintenant, aujourd'hui, pour ce qui concerne le temps, pour ce qui concerne les élections, pour le délai constitutionnel, pour ce qui concerne les élections, pour le délai, je l'ai dit et je le redirai toujours. Il ne faudrait pas que ceux qui sont au pouvoir ou les membres de la CENI qui travaillent pour eux jouent au malin. Il ne faut pas jouer au malin. Le problème, nous ne l'avons pas posé aujourd'hui pour qu'ils aient le courage de dire, eh bien, si aujourd'hui on se met à auditer, on va dépasser, on ne va pas respecter le calendrier. Le problème, nous ne l'avons pas posé aujourd'hui pour qu'on nous brandisse cette excuse. C'est une excuse, c'est de la méchanceté. C'est là que moi je dis, je ne comprends pas l'intellectuel congolais. Quand vous faites les diagnostics, vous trouvez le problème, vous cernez le problème. Voilà, le problème qui se pose au Congo, c'est que depuis que nous avons commencé à organiser les élections, premier, deuxième, troisième cycle, aujourd'hui le quatrième, nous avons toujours été confrontés au hold-up électoral. Nous avons toujours été confrontés à la fraude électorale. C'est ce qui pose le problème, c'est ce qui alourdit la machine, c'est ce que Pascal a tenté d'expliquer, que spirituellement ça peut porter des problèmes quand quelqu'un est proclamé par la CENI, les entre guillemets perdants ne le félicitent pas.
N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Comment on va féliciter celui qui n'a pas été élu, celui qui est proclamé, celui qui est nommé? On va le féliciter. Pourquoi? Alors, parce qu'il arrive que nous avons toujours ce genre de pouvoir, c'est pourquoi le pays ne décolle pas. Alors, je vois mal comment les intellectuels voudraient qu'on dise non, on s'en tient autant sans clarifier les règles de jeu. Non, nous devons toiletter, clarifier les règles de jeu. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix. Je dois revenir. Oui. C'est très important parce que nous avons la Constitution qui est notre boussole, la loi mère de notre pays. Bon, il est vrai, même s'il y a des violations, mais ce n'est pas pour autant que nous puissions encourager les violations de la Constitution. Mais dans la Constitution, il y a des dispositions souples, il y a des dispositions intangibles. Entre autres, l'article 226, c'est une disposition intangible. De mon point de vue, je pense que même la fois passée, lorsqu'on a tenté de toucher à la Constitution en 2011, mon frère et moi, et nous étions tous de la même tendance, et nous nous opposions. Je m'en souviens à l'époque, les députés nationaux de l'opposition sortent. C'était François Mwamba qui fait la lecture à l'extérieur, il commençait à pleurer. Simplement parce qu'on commençait à grignoter un peu les dispositions de l'article 220. On a eu le débat ici. Et avec le président Martin Fayulu, tout ça, c'était ne touchez pas à 220. Mais c'est cette disposition qui délimite le mandat. Voyez-vous, même lorsqu'on parle de la convocation de l'électorat, on parle bien de la convocation de l'électorat 90 jours avant l'expiration. Il s'agit de la convocation de l'électorat. Ce n'est pas de l'organisation de l'élection. La convocation et l'organisation sont deux choses différentes. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait à ce moment-là? Déjà là, qu'est-ce qu'on voudrait en d'autres termes? Le 20 décembre, on voudrait en d'autres termes, excusez, oui. on voudrait en d'autres termes qu'on ne respecte pas le délai constitutionnel. On ne respecte pas les 5 ans du mandat. Qu'on crée maintenant la culture de dépassement des mandats comme nous avions connu. Qui est à la base? Si nous avions connu en 2018, parce qu'il s'est agi de la fin du mandat de Joseph Kabila, visiblement il n'était pas prêt à organiser les élections, il voulait dépasser la Constitution, violer la Constitution, dépasser les mandats. C'est comme ça que l'article 70 a été évoqué. Il reste en fonction jusqu'à l'installation. Alors maintenant, je ne voudrais pas que nous, avec mon frère, qui nous opposions hier contre cette interprétation erronée de la Constitution, qu'on revienne dans la même interprétation une fois si les élections ne sont pas organisées. Voilà pourquoi il faut tout faire pour qu'on respecte d'abord la Constitution. Mais malheureusement, à ce stade, avec les étapes dépassées, je suis en train de réfléchir comment inclure pour qu'on trouve solution. Deuxième élément, l'audit. Ah oui, je m'en souviens à chaque étape. Mais ne rendons pas des choses un peu... C'est pas parce qu'hier nous avons réclamé que nous allons croire que c'est toujours complexe. Nous avons fait ici des jeudis chocs pour auditer le fichier électoral. Mais je suis passé par une expérience. 2006, je vois mon grand frère Richard Bondo à la Cour suprême de justice qui faisait office de la Cour constitutionnelle. En face de M. Nkoulou, lui défendait le résultat de Jean-Pierre Bemba. Je n'ai pas entendu évoquer la question du fichier, mais plutôt des PV. On n'a pas été à mesure d'aligner les PV. En 2006. 2006, on quitte. On vient en 2011, avec l'élection de Tiens Tshisekedi. Lui-même va refuser, il n'a pas voulu que les gens aillent à la Cour suprême de justice, mais ses avocats sont allés. Je vois, personnellement, mon vieux Mukendi. On l'oppose, la question était les PV. Et je vois dernièrement ici, avec mon grand frère, le président Martin Fayulu, mais c'est toujours le problème des PV. Je n'ai pas vu exiger que ce soit à la Cour constitutionnelle, que ce soit à la Cour suprême de justice, la présence du fichier électoral pour qu'on check, qu'on se rende compte qui a été élu, qui n'a pas été élu. Ce qui était plus exigé, c'est les PV. Voilà pourquoi. Donc les PV sont plus importants. Voilà pourquoi. Sont plus importants il est très important, dans l'organisation des élections, dans la participation de chacun à l'élection, de penser d'abord à la couverture politique électorale. C'est-à-dire les observateurs. Être à mesure de déployer des témoins intelligents, sages, courageux, en tout cas capables de supporter même la souffrance. Pendant le jour, résister jusqu'à avoir un PV, en tout cas contresigné par tous. C'est cela la preuve
Et la difficulté que l'opposition a toujours eue, c'est la capacité d'aligner et la capacité de conditionner les gens qui peuvent résister, n'est-ce pas, à cette souffrance pendant la journée à travers le pays. La question de l'olive n'est et pas souvent les moyens nous poser problème à son temps. Et c'est les PV qui sont plus importants que le fichier, voilà. que l'audit du fichier. Le PV est plus important que l'audit du fichier. J'ai lu M. Martin Fayulu sous son compte Twitter qui disait c'est la condition sine qua non pour qu'il prenne part à ces élections. Pour lui, sans audit du fichier électoral, ils ne prendront pas part à ce processus. Ils ont lancé une campagne à les CID, pas d'élection sans fichier électoral. Vous en pensez quoi? Il pose comme base principale... Vous savez, nous sommes en démocratie. On ne peut pas s'opposer à un point de vue, à une prise de position de quelqu'un. Ça, c'est sa lecture en tant qu'individu, individu de la société, acteur politique. Il pense qu'il faut qu'on fasse ça avant d'aller. Sa liberté, c'est son choix. Vous partagez? Non, je laisse maintenant à sa conviction, à son appréciation des choses. Là, c'est à lui, ce n'est pas à moi, n'est-ce pas, d'analyser sa lecture des faits. Ça, c'est à lui. Mais simplement, moi, j'apporte une contribution. Je dis, je ne pense pas que ça soit très crédible. On peut résoudre ce problème. Regardez le problème maintenant, Dan. Comment on peut le résoudre? Je termine par là. Oui, pour que je donne. Vous savez, maintenant et je disais, il fallait qu'on commence par déposer les candidatures. Ça ne dérange rien. Vous pouvez déposer les candidatures, de me dire, nous ne participons pas. Vous déposez les candidatures, les revendications continuent. Parce que ça peut arriver que demain après demain, ils se mettent d'accord avec la CENI. Les revendications qu'il avance là, supposons par exemple que moi après la CENI dit, bon d'accord, parce que nous avons compris que les acteurs politiques ont beaucoup insisté, venez maintenant avec vos experts, checkons le fichier électoral. On check le fichier électoral et ils se mettent d'accord. Alors maintenant qu'ils n'ont pas déposé les candidatures en amont, on va encore revenir à leur demande. Bon, parce que vous n'avez pas déposé, alors nous ouvrons encore. Non, je pense que l'intelligence aurait été, vous déposez les candidatures, vous continuez à insister. Parce que si vous n'allez pas participer aux élections, personne ne va vous imposer d'aller participer aux élections. D'accord. Mais que de ne pas déposer et continuer à insister. Mais si vous vous entendez avec la CENI, qu'adviendra-t-il sur le dépôt des candidatures? Parce que le délai aura déjà été... Merci beaucoup. Monsieur Jean-Félix Senga, est-ce que vous pourrez accepter, vous pourrez endosser la responsabilité si aujourd'hui nous tombons dans un glissement et qu'il faudrait que l'article 70, est brandi? Est-ce que vous pourrez endosser cette responsabilité aujourd'hui? Merci, c'est une bonne question. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Pascal, de son expérience, il trouve que le problème du fichier n'est pas un problème en soi. Parce que quand on a été en 2006 à la Cour constitutionnelle, en 2011 à la Cour constitutionnelle, ça n'a pas été évoqué. Mais par contre, le problème qui a été posé, c'était celui de PV. Moi, j'ai dit non. Comment faisons-nous la loi sur la répartition des sièges? Quel est le soubassement de cette loi, si ce n'est les fichiers? Le soubassement de la loi sur la répartition des sièges est les fichiers électoraux. Quand le fichier est bien élaboré dans toutes les provinces, dans toutes les circonscriptions, c'est alors qu'on peut attribuer des sièges selon que vous avez tel prorata, ainsi de suite. C'est pas en l'air. Il ne peut pas dire que c'est un problème qui ne se pose pas. Donc c'est un problème sérieux. Parce que d'abord, nous ne pensons même pas... Que vous érigez en condition sine qua non. Nous ne pensons même pas que Kinshasa pouvait avoir le nombre de députés qu'il a. La plupart, chaque jour, certaines provinces, on prend le nord, le sud Kivu, on prend le Maniema, on prend le deux Kasaï. C'est chaque jour, il y a des mouvements des gens vers Kinshasa. Il y a des mouvements des gens vers le Katanga. Mais quand vous regardez ces provinces-là, en ce qui concerne le nombre de sièges, ils sont bas. Vous expliquez ça comment? Vous trouvez ça comment? Moi, je ne comprends pas l'intellectuel congolais. Bon, en fait, non. D'abord, je commence à me poser des questions si on a des intellectuels. On a des gens qui ont lu,
qui connaissent beaucoup de formules, mais être intellectuel, c'est un esprit d'abord. Rappelez-vous, quand vous allez à l'Institut des statistiques, on vous dit que la démographie, elle avance comment dans un pays? C'est chaque année, elle augmente de combien de pourcents? Mais quand vous prenez le nombre que Kadima a avancé d'enrôler, vous comparez par rapport à ses études statistiques, démographiques, vous trouvez que Kadima a raison. Il n'a pas raison. Ça, c'est prouvable, c'est scientifique. Ça ne demande pas que quelqu'un vienne gesticuler, faire des gymnastiques, dilapide les mots. Non, c'est démontrable. Aucun rapport. Mais les intellectuels trouvent normal. Et non seulement le problème de fichier, c'est une question qui se pose. Il y a un délai. Je vais y revenir, ne t'en fais pas, Dan. Je ne veux pas élucider ta question. Il dit, ce qui importe à la Cour constitutionnelle, c'est seulement les PV. D'abord, ce qu'il faudra qu'il sache, c'est la CENI qui est censée déposer des PV à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est capable de démontrer sur base des PV, faisant le comptage manuel, vous prouvez que c'est tel qui a gagné, ce n'est pas tel autre. La Cour constitutionnelle ne va pas... Parfois, je me moque, de la manière dont les choses se passent chez nous. Il reste là, la CENI n'a rien déposé, ce qui est d'abord anormal. C'est pratiquement une infraction parce qu'ils ont enfreint à la loi. La Cour ne dit mot, mais au moins parce que la CENI a proclamé, c'est fini, il suffit de se servir. Et on s'arrange même pour vous empêcher d'amener les PV. Parce que du point de vue de la forme, vous n'avez pas répondu à ceci, à cela, et ça s'arrête là. Et c'est ces jeux-là auxquels Pascal aurait voulu que nous nous livrions encore. Voilà pourquoi nous avons dit, eh bien, 3 cycles après, nous devons être matures. Nous devons comprendre les enjeux. Ou bien, on se laisse aller dans les cinémas, le théâtre de tous les jours, qu'on organise les élections de manière théâtrale, ou bien on se dit, il va falloir qu'on s'arrête, qu'on mette du sérieux, de sorte que nous puissions saisir le problème pour lancer notre pays dans la voie du développement. Vous posez la question maintenant, est-ce que vous allez endosser? Est-ce que vous accepteriez? Moi je me dis, d'abord, nous l'avons toujours dit, c'est eux qui faisaient semblant qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils tenaient à entretenir l'opacité. Nous disons, maintenant il se pose un problème. Acceptons-nous d'aller dans le délai aux élections dans cette opacité totale, ou acceptons-nous de dire, s'il va falloir qu'on prenne un temps, pourvu qu'on arrange pour que nous ayons pour une fois des élections que tout le monde pourrait être capable d'accepter, je crois qu'il faut faire un choix. C'est à nous-mêmes de dire qu'est-ce que nous voulons, à moins que les gens continuent à vouloir faire du théâtre, se donner l'impression que nous avons été aux élections, mais qui n'en sont pas une. Et là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que jusque-là, lui-même l'a dit. Moi, j'ai jamais compris, nous, le Congolais. Il dit, quand on proclame les résultats, on ne félicite pas spirituellement. Mais ça continuera comme ça. Donc le pays ne sortira pas de ce cirque. Si vous voulez que le pays sorte du cirque, prenez des décisions courageuses. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Félix Senga. Monsieur Pascal, oui. Est-ce que vous avez, selon vous, dans votre compréhension de choses, vous avez l'impression que les candidats qui vont compétir avec le président Tshisekedi seraient en train de l'accompagner vers une certaine victoire, dans les contextes actuels? Non, dans le contexte actuel, la réélection du président de la République ne peut pas faire débat. C'est clair. Je le démontre toujours. Il y a un aspect, lorsque vous mettez sur tapis, vous ne saurez pas dégager une comparaison, en tout cas obscure, en toute sincérité. Et parfois, les gens se limitent à faire la lecture sur place ici à Kinshasa. Il faut des mouvements à l'intérieur et vivre certaines réalités. Et ce qui s'est fait, comparativement à notre passé, vous allez vous dire, oui, ça c'est déjà un bon élan. Je ne doute pas qu'il soit réélu. Parce qu'en même temps, l'alternative n'est pas conséquente jusqu'à la preuve contraire.
J'étais en train de suivre Jean-Félix. Lorsqu'il parle du fichier électoral... L'élection du président, c'est déjà un acquis, selon vous? Il y a Non. c'est difficile. Non, attendez. Parce que quand vous dites déjà un acquis, n'est-ce pas? Alors, l'élection servira à quoi? En fait, déjà un acquis dans le... Attendez. Alors, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de l'élection. Donc, l'élection devient une formalité. Voyez-vous? Dans le sens où il serait peut-être déjà... C'est une compétition. Le meilleur va gagner, le meilleur va l'emporter. Et l'appréciation sera laissée à l'approbation de la population. Mais je pense, ça c'est mon point de vue personnel, au regard de certaines réalisations, je pense qu'il serait le mieux. Alors, parce que le fichier électoral, c'est pour la répartition des sièges. Je suis très d'accord. Parfaitement d'accord. Les sièges sont répartis. Mais ce n'est pas pour l'électorat du président. Nuance. C'est pour l'électorat des députés provinciaux et nationaux. Et le reste, la fondamentale question, les contestations qui se font ici, en toute réalité, Dan, c'est d'abord pour l'élection président de la République. Si les sièges même ont été... C'est les Congolais. Question que vous alignez les gens là où il y a... S'il y a 2, là où il y a 3. Mais alignez les gens, vous serez élus. Ayez un bon discours, vous serez élus. Vos membres seront élus députés provinciaux ou nationaux. Il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'élection du président, vous allez m'évoquer le fichier. Je vais les justifier comment? Parce qu'on ne répartit pas les sièges. Son siège est connu. Et c'est au niveau national. Lorsqu'on va aux contentieux électoraux... La présidentielle, c'est la principale. C'est principal, c'est partout. Lorsqu'on va aux contentieux électoraux, en principe, sinon c'est la CENI qui doit amener les PV. Jean-Félix, c'est la personne qui accuse. C'est celle qui est dans l'obligation d'apporter les preuves. N'attendez pas à la CENI de vous amener... Parce que vous allez en procès contre la CENI. Si on ne m'a pas proclamé que j'estime que j'ai été élu, j'accuse la CENI. Et ce n'est pas à la CENI de m'apporter les preuves pour me dire, bon, voilà, tu as tes raisons. Non. Et si je vois que le passé, c'est parce que nous devons être conséquents. Et vous devez être conséquents. Il ne faudrait pas, tout en restant en pensant qu'on est dans le monde de l'intelligibilité, on est dans le monde de l'absolu total. Les choses vont se faire de manière très améliorée, il n'y aura pas d'imperfection. Et mais à la fin, toujours... il y a grincement des dents. Voilà pourquoi je dis, au regard de l'expérience, parce que j'ai senti, vous m'aviez égratigné un peu scientifiquement, sinon au regard de l'expérience scientifique, et je le dis, il faut plutôt une organisation efficiente et conséquente dans le déploiement des gens qui vont sécuriser l'électorat à travers le pays. Parce que la faille, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, c'est à son niveau. Ne pas le comprendre, le négliger maintenant, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura résolu le problème un jour. Merci beaucoup. C'est là le fondamental. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix, et monsieur Pascal, pardon, j'ai confondu. Alors, monsieur Jean-Félix, on va finir cette première thématique avec vous, la question de la participation de monsieur Fayoulou. C'est la question la plus importante. La présidentielle, c'est la plus importante. Or, la présidentielle ne tient pas vraiment compte de la question du fichier électoral. Oui, apparemment, ce qu'il dit, c'est ça. Parfois, on a coutume de dire des choses sans qu'elles soient nécessairement vraies, mais on le dit quand même. Quand il dit la question du fichier ne se pose pas parce qu'il ne contribue pas à l'électorat du chef de l'État, moi je dis non. Quand le fichier n'est pas fiable, quand on entretient une certaine opacité au niveau du fichier, c'est parce qu'on en sait quelque chose. Tenez, en 2018, nous avons audité le fichier. Mais on a trouvé 10 millions de gens fictifs en 2018.
Admettons qu'on n'ait pas écarté ces 10 millions. Admettons qu'on n'ait pas écarté... Non, je parle. 6 millions, c'était des gens qui n'avaient pas les empreintes complètes. 6 millions. Admettons qu'on n'ait pas écarté ces gens-là. À votre avis, si en complicité avec la CENI, ces gens-là venaient pour donner les voix au président de la République. Vous voyez, quand vous êtes à l'élection, vous avez une différence de voix d'1 million ou de 2 millions. Vous voyez ce que ça fait? Et maintenant, si c'est 10 millions, ça joue un jeu. Ça prend part active à l'élection du chef de l'État. Voilà pourquoi nous, n'étant pas sûrs de ce que Kadima fait, c'est pourquoi nous disons qu'il faut auditer les fichiers. Souvenez-vous, Kadima nous a publié 43 millions d'enrôlés. Tenez d'abord, quand Kadima publie le nombre d'enrôlés à travers les 5 pays qui sont à travers les 5 pays qui avaient été retenus, c'est-à-dire Belgique, France, États-Unis, Afrique du Sud, quoi encore? Ils étaient 5. Les 5 pays en... Canada, je crois. Hein, les 5 pays. Là où on a enrôlé les membres de la diaspora congolaise, n'est-ce pas? Quand on a affiché le nombre d'enrôlés, c'était combien? Quand on a affiché, c'était 12 millions quelque chose. De 12 000 quelque chose. 12 000. On est venu, soi-disant, audité par les amis de Kadima. Après leur audit, ce nombre-là est passé de 12 000 à 13 000. Vous expliquez ça comment? Vous pouvez justifier ça comment? C'est-à-dire, quand on a toiletté, en principe, ça doit diminuer. Mais on a toiletté, ça augmente. C'est ici à la CENI. Ce n'est un secret pour personne. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de ça. À l'époque, nous en avons parlé. J'ai fait même une émission à la radio Okapi. On a donné même des documents. Ça se trouve encore dans mon téléphone jusqu'aujourd'hui. Vous expliquez ça comment? Ça, c'est un problème de fichier. Kadima a publié 43 millions. Aujourd'hui, nous apprenons par d'autres sources dans les milieux des églises qu'on n'a pas enrôlé 43 millions, on a enrôlé 50 millions. Pire encore, nous avons fouiné à la CENI, nous avons des documents. Si vous voulez, on peut les mettre à la place publique. On a enrôlé 55 millions. Bon, maintenant, avec tous ces chiffres qui sont en train de tanguer, vous voulez qu'on fasse quoi? Si ce n'est auditer pour avoir le cœur net. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix. Je vais... Bon, je crois que je n'avais pas fini. Ça, c'était seulement pour répondre... Pour chuter, s'il vous plaît. Pour répondre à ce qu'il a dit. Et puis, on ne peut pas mal comprendre. Oui, moi, je ne sais pas, la culture des juristes chez nous, il dit, c'est toi qui accuses qui dois justifier. Je veux bien, mon frère. C'est moi qui accuse, qui doit démontrer. Mais la CENI déposer les PV à la Cour constitutionnelle, c'est obligatoire. C'est respecter la loi. Quand la CENI enfreint la loi, vous vous taisez. Pourquoi? À un moment donné, vous allez dire, faisons appel à... Que dit la Constitution? Vous n'allez pas évoquer la Constitution que quand il s'agit, quand vous voulez vous donner raison. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix, pour cette... Je n'avais pas encore fini pour parler finalement de Fayulu et Kabila. D'accord. Donc, vous comprenez que si je dois être très honnête avec vous, il y a un certain nombre de problèmes que nous avons suffisamment posés. Et nous avons voulu qu'on se mette. Et vous savez que nous, si aujourd'hui on dit, bon, ok, on se rencontre demain, nous sommes prêts parce que nous avions élaboré la loi organique de la CENI, la loi électorale, le calendrier, tout la loi sur l'identification et l'enrôlement. Nous avions tout élaboré, nous avons ça. Ce n'est pas que nous allons commencer encore à réfléchir, nous avons ça. Nous tirons du tiroir, nous venons, voilà ce que nous mettons sur la table et ils mettent aussi ce qu'ils ont à mettre sur la table. 2 semaines, c'est beaucoup, on aura fini, on va avancer. Peut-être eux, ils veulent faire croire à la population, non, ils veulent nous prendre du temps parce qu'ils veulent participer au mangeoire. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est d'avoir de bonnes élections. Merci beaucoup. Monsieur Pascal, c'est carrément... C'est juste un petit truc. Mon frère Jean-Félix, j'aimerais que je partage une expérience d'une connaissance spirituelle avec vous sur le leadership phénoménal. Je lui avais dit la fois passée que cela risque de vous rattraper cette fois-ci. J'ai l'impression que c'est en train de vous rattraper. Souvenez-vous, en 2006, si on va aux élections, le leader que nous tous, vous et moi, nous étions derrière lui, c'était Étienne Tshisekedi. En 2006.
Oui, 2006. Il n'est pas allé aux élections. Oui, Avant les élections, il va désister. Ouais. Et Jean-Pierre Bemba va sortir. Tout à Il va s'imposer. Tout à fait. Tshisekedi écarté. On arrive en 2011. Tshisekedi revient. Parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver au même moment. Bemba va se retrouver à la Cour pénale internationale. Tshisekedi sort. 2011. 2016. Bemba sort pratiquement, parce que pour les élections, mais il va se retrouver face à lui plusieurs leaders. Il fallait s'éliminer. Ils vont se retrouver, le choix d'un candidat unique va les éliminer. Bemba sera éliminé, Katumbi sera éliminé, finalement c'est Martin Fayoulou, reste avec Félix Tshisekedi. Les deux ne peuvent pas être au même moment, ils vont se séparer. Un à la tête du pays aujourd'hui, l'autre à l'opposition. Je crains qu'en 2023, parce que celui qui a été éliminé en 2018 est revenu, je parle ici de Moïse et Katumbi, que ce phénomène s'applique à Martin Fayoulou, qui soit éliminé sans le savoir. Parce que la preuve, c'est que pour le dépôt des candidatures, les autres ont déjà déposé et Martin n'a pas déposé. J'aimerais que, si vous êtes fort spirituellement, vous puissiez partager cette expérience avec les autres au regard de 2006, 2011, 2018 et nous sommes aujourd'hui en 2023. Les prétextes qu'on avance ici risquent d'être de prétextes pour vous écarter spirituellement. Voilà pourquoi je suggère, et je l'ai toujours suggéré sur ce plateau, je lui avais dit que la meilleure démarche aurait été vous déposer des candidatures et les contestations viennent après. Sinon, on aura trouvé solution après et sera tard pour déposer et finalement on arrive en 2023, ce phénomène s'applique. Fin 2023, le phénomène s'applique. Monsieur Pascal, est-ce qu'aujourd'hui il est carrément impossible de revenir sur toutes les revendications qui sont faites par le camp Lamoka? À ce moment précis. Je suis chez Platon, où il a bipolarisé le monde. Il y a le monde de l'intelligibilité, il y a le monde de la sensibilité. Le monde de la sensibilité, c'est le monde de l'imperfection. Le monde de l'intelligibilité, c'est le monde de l'absolu pur. Mais nous sommes ici dans le monde de l'imperfection. Je ne peux pas imaginer. Il ne faut pas un jour penser que il y aura un travail qui ne sera produit un jour par quiconque, qui soit parfaitement amélioré selon les attentes. Toujours le seuil, exiger plutôt le seuil d'acceptabilité. Donc, lorsqu'il y a le seuil d'acceptabilité, vous acceptez parce que c'est un travail produit par un humain et vous avancez. Mais si vous prenez la posture de croire que il sera fait de manière intelligible, de manière parfaite, possible. Ce qui fait mal aussi, c'est que... Alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut toujours aussi écouter les revendications des autres. Parce qu'il s'agit de la société. La société n'est pas pour un camp, la société est pour tout le monde. On avance des revendications, il faut aussi intégrer les revendications des uns et des autres pour, même si c'est dans l'imperfection, vous soyez à mesure de perfectionner quand même le travail. Mais boucher aussi les oreilles pour ne pas écouter les autres, ça je ne sais pas aussi encourager. Lorsqu'il s'agit de la CENI, je vous ai toujours dit, je n'ai toujours jamais admiré qu'il y ait des camps lorsqu'on parle de la CENI. Lorsqu'on parle de la CENI, parce qu'il s'agit d'une institution indépendante qui donne produit du travail, qui doit mettre tout le monde d'accord, je parle ici du choix des meilleurs d'entre nous, on ne peut pas avoir des camps. Mais simplement ici, je pousse des arguments en me référant et au passé, et en regardant ce qui s'est fait, et je dis ce qui s'est fait n'est pas bon. Si on prend de telles postures, ils seront écartés. Et ce qui ne sera pas meilleur. Voyez-vous? Mais quant à la CENI doit intégrer toutes les revendications pour améliorer son travail et nous produire des élections. Voyez-vous une possibilité de voir les deux leaders revenir à ce processus? Lesquels? La famille politique de M. Kabila et de Fayoulou. Voyez-vous, pas des leaders. Il vous a dit. Les deux familles. Deux familles. Les voyez-vous revenir? C'est possible. C'est possible, mais ça devient problématique. C'est possible parce que l'OTAN, je peux parler ici du processus. Lorsqu'on parle du processus électoral, n'est-ce pas? C'est du point A et on part vers le point B. Et entre-temps, il y a des étapes à suivre.
Et ces étapes sont coulées sous forme d'un document que nous appelons calendrier. Il faut respecter ces étapes-là. Maintenant que lorsqu'on dépasse les étapes, et ça devient de plus en plus compliqué. D'accord. Je vous ai dit ici, je vous ai évoqué l'article 222, là on revient au début, et donc il y a un défi du respect du temps et du calendrier, Merci beaucoup. du mandat. Merci beaucoup. Je termine avec M. Jean-Félix Senga et puis on va clore l'émission. Je pense que la deuxième thématique, on pourra y revenir la semaine prochaine avec toujours vous deux, si vous le permettez bien. C'est une thématique qui sera aussi un peu très houleuse. Hein. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Alors, M. Jean-Félix Senga, est-ce que vous avez dit pendant un moment ici, lors de votre prise de parole, que vous avez mûri, vous avez acquis accès d'expérience 2006, 2011 et 2018. Et ayant acquis cette expérience, vous avez remarqué que ce qui se fait actuellement vous conduit dans le même gouffre que vous aviez connu dans le passé. Est-ce qu'en se retirant, c'est la solution au problème que vous avez constaté? Parce que quand on mûrit, on trouve des solutions. Le problème est très bien posé. Nous n'avons pas dit que nous nous retirons. Nous n'avons pas dit que nous boycottons le processus électoral. La preuve, vous nous avez vu nous enrôler tout en... Maintenant, on se met à réfléchir. À qui avons-nous affaire? Si ce sont des gens qui sont décidés à ne fermer que l'oreille pour faire leur bonhomme de chemin parce qu'ils ont quelque chose en tête, nous risquons d'aller déposer les candidatures et nous allons jeter notre argent pour rien. L'argent que nous avons péniblement, et nous allons aller les jeter pour rien. Parce que vous avez des gens qui ne veulent pas faire appel au sens des responsabilités dans la gestion du processus électoral. Ce n'est pas un aveu d'échec de votre part. Comment un aveu d'échec? Vous avouez que vous n'êtes pas comment capable un aveu d'échec? Parce que de remporter la présidentielle. Nous vous avons dit ceci. Nous vous avons dit ceci. Nous avons fait le constat. Et tout le monde a coutume de dire, quand il est à la télé, quand il est je ne sais où, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand on fait la même chose, on aboutit toujours au même résultat. Mais entre-temps, quand on veut proposer la solution pour qu'on fasse les choses autrement, de sorte qu'on aboutisse à un bon résultat, les gens ne veulent pas. Et vous trouvez du sérieux, vous pensez que nous, on est défaitistes. Nous voulons que les gens s'élèvent dans la compréhension des choses, les gens s'élèvent pour dire il va falloir finalement que nous engageons notre pays dans la voie du développement. Ça n'est assez de tourner en rond. Mais et quand on parle, il a bien parlé quand il dit au niveau de la CENI, il ne faudrait pas qu'il y ait que les gens se reconnaissent de tel groupe ou tel autre. Non. Nous ne cherchons pas la perfection. Nous cherchons à nous mettre tous en confiance en tant que partie prenante. Et c'est le rôle de la CENI. La CENI est une structure citoyenne. Nous sommes citoyens de ce pays. Mais la CENI ne veut rien écouter, comme s'ils avaient totalement raison. Quelles sont les questions que nous avons posées à la CENI? La CENI a répondu favorablement. À commencer par le cahier des charges qu'ils ont remis à Mirou System. Ils ont commandé combien de machines? Quelle est l'imprimerie où ils ont commandé les cartes? Ce type de carte ici. La CENI n'avait jamais rien répondu. Ils font la sourde oreille sur tous les points. Vous prenez l'article 47 de la loi constitutionnelle. Cet article vous dit clairement que les résultats, quand ils vont commencer à venir dans les centres de compilation, les résultats viendront concomitamment. On fera le comptage manuel. 2, ça viendra par voie électronique. Mais s'il y a écart, c'est-à-dire quand on fait le comptage manuel, on trouve par exemple X à 6 millions de voix, mais quand on fait le comptage électronique, on trouve que là, 16 millions de voix. C'est à la CENI seule de trancher. Vous voulez qu'on s'embarque dans une pareille histoire où vous n'avez pas confiance? C'est la loi. Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté ne connaissent pas, ne savent pas ça? Peut-être c'est sur ça qu'ils se reposent. C'est sur ça qu'ils se reposent qu'en tout cas, avec ça, nous allons tirer parti. Voilà pourquoi ils insistent, ils tiennent qu'on aille aux élections dans ces conditions-là. Mais on se dit, le pays aura gagné quoi? Maintenant, j'en viens. Le problème entre aujourd'hui Félix et Kabila. Félix a quelque chose à en découdre avec Kabila. Il a à en découdre. Il veut s'émanciper de Kabila. Il veut finalement
entre guillemets, avoir son pouvoir dans les urnes pour dire à Kabila, je ne dépends plus de toi. Tu n'es plus une pesanteur pour moi, mais toi à côté, je fais mon travail. Ça, c'est une chose. 2, Félix a un problème avec Fayoulou. Félix a un problème avec Fayoulou. Tous les mandats, on a fait comprendre à Félix qu'il le sait pertinemment bien, qu'il n'avait jamais été élu. Il a été nommé par Kabila. Et Félix et Fayoulou, tout le jour, nous tous, avec tout ce que nous avions comme données, non. Parce que quand vous parlez... C'est un vieux débat. C'est pas un vieux débat. C'est pas un vieux débat. C'est pas un vieux débat. Et quand il dit, non, il faut mettre les gens dans le bureau, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des observateurs, comme si on n'a pas cette expérience-là dans ce pays. La loi dit quoi? Seule la CENI a le monopole de proclamer les résultats. Donc, vous comprenez que nos amis ont déjà compris comment les choses sont ficelées. Et ils s'y reposent, ils tiennent à ce que nous allions dans ces conditions, parce qu'ils savent dans ces conditions, leur gare sera proclamée par la CENI. Merci, merci beaucoup. Donc, il ne faudrait pas dire que nous avons été défaitistes. Non, loin de là. S'émanciper de Kabila. Non. Il s'agit ici du respect du délai constitutionnel, du respect des dispositions de la Constitution, l'organisation des élections dans le délai. Mais vous allez vous revenir sur ce que je vous faisais la fois passée comme proposition pour éviter tout ça. Comme scientifique, j'ai réfléchi, j'ai estimé, pour éviter les postures politiques dans les élections, il est bon qu'un mandat soit plutôt de 10 ans non renouvelable. Lorsque vous avez un mandat de 10 ans non renouvelable, vous allez éviter tout ça. Parce qu'avec le mandat de 5 ans, nous perdons 2 ans dans les discussions bêtes. La première année, c'est les contestations. Dernière année, c'est les élections. Bête. Et celui qui est élu n'a que 3 ans de prestations. Or, nous pouvons capitaliser les 2 ans perdus sur les 5 ans là, les intégrer dans un mandat, dans un seul mandat de 10 ans, et celui qui est élu aura au moins 8 ans de travail, et 2 ans, comme nous sommes des abrutis inutiles, dans des débats inutiles, et là, on peut les perdre. Et au moins, les 8 ans là, peut les consacrer dans la concentration, dans la réflexion, dans le travail pour l'intérêt de son pays. Voilà, les gens ne sont pas dans la profondeur de réflexion. Nous allons tourner à rond. Pas longtemps ici, on avait le débat Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Et vous aviez entendu, il revient sur, il n'a pas été élu. On revient sur le même débat. Donc on tourne à rond, on n'avance pas. On n'a pas besoin de ça, le pays. Est-ce qu'un intellectuel, c'est celui quand il y a eu erreur, plus le temps passe, l'erreur n'a jamais existé. C'est ça un scientifique, à votre avis? L'erreur, je vous évoque ici. Ça, c'est pas être scientifique. Vous évoquez les vocables scientifiquement. En fait, le contenu, vous ne le démontrez pas. Comment ça? Au niveau du discours, vous évoquez les vocables scientifiques. Mais dans la façon de faire pour apporter la solution, vous esquivez de vous comporter comme un scientifique. C'est ça le malheur, c'est ça. L'élite congolaise, son problème. Mais je vous fais des propositions ici. Oui, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'ai pas réagi à votre proposition de 10 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, on peut le démontrer. C'est pas pour... Ça a été suffisamment étudié pour que quelqu'un fasse un mandat de 4 ou 5 ans. Et puis, il revient, il réfléchit encore, il dit, bon, voilà ce que j'ai réalisé. Ça a été... Non. Dans notre constitution, ça a été une imposition. Mais 10 ans, ça sera catastrophique quand vous avez quelqu'un qui n'a aucune vision, d'emblée vous lui donnez 10 ans, mais vous allez déchanter. Un peu de confusion. Non, maintenant là, la vision, tu peux me démontrer que Fachi, dans sa façon de faire, de gérer ce pays, il a démontré qu'il avait une idée pour un pays. On revient prochainement sur ça. Il a tâtonné. Non, monsieur. Il n'a fait que tâtonner. Voilà pourquoi il a fait une promesse qu'il n'a jamais remplie. On revient prochainement sur ça. Il n'avait aucune idée claire de ce qu'il allait faire de ce pays. Merci beaucoup. On revient prochainement, je vous démontrerai comment... Merci beaucoup. Merci. Le temps.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gestion du pays, Monsieur Jean- Monsieur Pascal. discours incantatoires, c'est différent. Monsieur Pascal, s'il vous plaît. Le temps est épuisé pour cette émission. Alors, c'était très, très houleux, mesdames et messieurs. On reprend le même casting le mercredi prochain, si vous le permettez, messieurs. On reviendra le mercredi prochain ici. On pourra parler aussi de la question de la sécurité. Hein. C'est très, très important. Alors, portez-vous bien, mesdames et messieurs. On se retrouve donc demain avec le même plaisir.